On nous dit souvent que nous ne sommes pas venus sur Terre en vain. Nous sommes tous là pour une raison. Alors, quelle est cette raison-là? Est-ce qu'on a trouvé nos missions de vie? Parce que chacun d'entre nous a une mission de vie. Aujourd'hui, les femmes d'ici feront le plaisir de faire un cours magistral sur la mission de vie. C'est une émission unique, une émission exceptionnelle et une émission à garder dans les archives pour toujours. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui fait parler, l'émission qui donne des frissons, l'émission qui donne des palpitations, tout est en science. Alors, avant de commencer cette émission, les filles, aujourd'hui c'est un début de semaine et puis bon, c'est bientôt la fin du Ramadan et j'ai une confession à vous faire. Voilà. Oui. Bien Je suis toute oui. Oui, parce que je tiens à vous remercier les filles. À vous remercier parce qu'on a monté cette émission de toutes pièces. Et aujourd'hui, cette émission-là est devenue l'émission la plus suivie. Avec des retours, hein, je ne dis pas au hasard, l'émission la plus aimée. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne fait pas une chose sans que les autres aient envie de faire la même chose. Exactement. Et ça nous fait plaisir. Ouais. Parce que nous sommes une locomotive. Et il y a des wagons. Donc, je me dis que je dois vous dire merci. Parce que c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on fait est bien. Et franchement, ça s'applaudit. Et je vous aime de tout mon cœur. Et on va continuer comme ça, Amen. à inspirer de nombreuses personnes. Amen. Mais faut dire Yasmine, elle n'a qu'à partager sa nourriture un peu. Ah, sa nourriture, comment? Elle n'a qu'à donner, elle ne partage plus. Depuis le début, quand elle est venue là, elle était gentille, tout ça là. Maintenant, quand tu lui demandes sa nourriture là. Elle partage sa nourriture avec moi. Mais pourquoi moi, elle ne me donne pas Est-ce que aussi? toi, tu donnes ta nourriture à Yasmine? Mais moi, la dernière fois là, je n'ai pas préparé, je suis venue à elle pour te donner un peu. Ah oui, c'est vrai. Elle a fait ça une fois. Une fois. Une seule fois. Depuis on est à la télévision ici, là. C'est un jour, moi, il a mangé sa nourriture. Cadeau de Noël, je t'ai offert, tu ne m'as même pas offert cadeau aussi. Mais tout la journée, il n'y a pas de nourriture. 10 000 pour toi, 15 000, 20 000. Bon, je pense que c'est suffisant. C'est vrai que j'allais ouvrir une brèche, mais je vais la fermer parce que ça va commencer, c'est pas bon. Moi, je reconnais que tu es gentil quand j'ai un problème. En toi, Aurélie, elle est prête à gréver. Moi, elle n'a pas de problème de ça. La solidarité de métis, elle m'a montré ça. Effectivement. Alors, on va accueillir nos invités en bonne et due forme. On va commencer si bien le faire. Il n'est plus à présenter. Oui. Je pense que, comme je dis souvent, c'est lui qui est le rédacteur de cette émission-là. Il s'appelle le coach Yoman Jean-François. Coach Yoman. Oui. Tu te souviens, une fois que tu étais passé ici, tu avais parlé de mission de vie. La dernière émission, en fait. C'est ça, justement, la dernière émission. Exactement. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse une émission dessus. Exactement. Parce que c'est très important. Et voilà, nous voilà, chose promise, chose due. Voilà. Je tiens parole. Oui, exactement, c'est ça. On dit un homme ne vaut que par sa parole et une femme ne vaut que par sa parole. Alors, deuxième invité, Kayi Dogbe, elle est juriste. Kayi Dogbe. Kayi Dogbe, comment ça va? Je vais très bien. Bienvenue. Et merci de m'accueillir. Merci à toi. Sur votre très beau plateau. Merci. Je sais que Kayi Dogbe, tu devais voyager hier. Oui. Tu as reporté ton Absolument. avion, enfin ton voyage pour Absolument. être là. Parce que tu t'es dit que tu ne peux pas rater l'émission. C'est clair. Ouais. C'est clair. Merci, et Kayi. félicitations encore. Hein. Merci. Merci beaucoup. Les filles, on va parler de... Oui. Alors moi, je voulais dire quelque chose à Coach Yoman. Ouais. Je voulais que tu saches qu'on t'aime beaucoup et qu'on est très, très heureuse de t'avoir à nos côtés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du coach des femmes d'ici, à NCI, on parle du coach Yoman. Chaque fois que tu viens, ta présence chamboule des vies, change des vies, et les gens sont très, très heureux de t'avoir à notre émission. Alors, c'est top, c'est top. Merci infiniment. Voilà. Les filles, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase qui est mission de vie? Enfin, je ne sais pas si c'est une phrase ou c'est ce truc-là, où on dit ta mission, cette expression, la mission de vie. C'est-à-dire que tu es là pour quelque chose sur Terre. Effectivement. Ou bien vous pensez que votre vie, là, c'est pilotage automatique? Non, mais c'est vrai qu'on entend souvent, est-ce que tu sais ta mission de vie? Pourquoi exactement est-ce que tu as été créé et tout ça? Mais peut-être que certaines personnes ont juste été créées pour vivre. Hein?
sans forcément avoir une mission, parce que tu peux vivre, tu peux traverser la vie sans te poser la question de est-ce que c'est quoi ma mission, pourquoi je suis sur Terre. Tu peux juste te contenter de vivre et puis être bien, quoi. C'est tout. Voilà. Ce serait triste. Tu profites bien de la vie, comme on dit. Vas-y. Ouais, c'est vrai, mais ce serait triste parce que moi, personnellement, je me dis qu'on est tous nés avec une mission. Et j'ai toujours comparé, en fait, le destin et la destinée. Je me dis, le destin, c'est quelque chose, en fonction de tes actions, les choses arrivent. Mais la destinée, c'est ce pourquoi tu dois atteindre. C'est le but suprême. Donc, comment réussir à trouver cette mission-là, ça va permettre à toutes ces personnes-là de vivre de manière épanouie. C'est ça, d'accord. C'est important de savoir pourquoi. Ouais. Après, on se pose tous la question, on se pose toutes les questions, même jusqu'à présent, on se remet en cause. Ouais. Très bien. Et Yasmine? Alors, en dehors de la religion, sinon on rentrerait dans les textes bibliques et autres, c'est un peu compliqué. Je peux que dire qu'on est toutes des témoignages de notre mission. Sur Terre, pour l'instant en tout cas, on est en train d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a emmenés, c'est-à-dire la télévision. Kadi étant réalisatrice, actrice, est beaucoup plus portée sur peut-être ses films. Et aujourd'hui, par la force des choses, elle est leader d'une très grande émission qui est suivie. Déjà, elle, qui était aussi en coulisses, grande programmatrice, aujourd'hui, elle est sur un plateau de télé et elle a aimé, elle a ses fans. C'est aussi peut-être sa mission de vie, comme toi. Je veux dire, c'est ça, quoi. Donc, je veux dire que quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, 10 ans en arrière, on ne s'imaginait pas être là et être, comme Kadi dit, l'une des émissions les plus suivies. Donc, on est peut-être en train de suivre notre mission. Maintenant, si on veut rentrer dans le côté spirituel, on va dire qu'on est venu pour apporter la parole et changer la vie des gens. Et par cette émission, ou par nos façons d'agir, on peut connaître notre mission de vie et permettre aux autres de connaître la leur. Je pense que ça, c'est autre chose, hein, c'est un autre domaine. Vous êtes d'accord? On va voir ça, mais c'est très bien. Ce qui se dit, c'est très bien. Et je pense que c'est un peu ça. Effectivement, il y a d'autres choses peut-être qui nous passionnent plus que d'autres. C'est peut-être comme ça qu'on se rend compte que ce qu'on fait est bien. Je ne sais pas, on aura l'occasion d'en parler. Je ne vais pas commencer par le coach Yoman, parce que sinon, il va tout nous dire tout de suite. Mais je vais commencer par Kaï. Kaï Dobé, toi, je pense que tu as un témoignage du fait que on peut, à un moment, chercher sa mission de vie et la trouver. Absolument. Comme Yasmine disait tout à l'heure, qu'il y a 10 ans en arrière, on ne se dirait pas où on serait. C'est ça. Et lorsque ça arrive, c'est tellement banal qu'on ne se pose plus beaucoup de questions. Ouais. Moi, par exemple, lorsque j'étais très jeune, lorsque j'étais enfant, tout le monde disait que j'allais devenir avocate. Parce que j'étais arbitre partout, à l'école comme à la maison. S'il y a une dispute, j'arrive et puis je tranche bien. Donc tout le monde disait qu'elle allait être avocate. Quand j'ai commencé l'université et que j'ai fait la première année de droit et j'ai bifurqué pour aller à l'école supérieure de secrétariat de direction, les gens ont commencé par se poser des questions. Ah, celle-là, est-ce qu'elle ne va pas finalement faire ce qu'elle était destinée à faire? Ok, très bien. Donc... Et ça fait 25 ans, j'ai fait mon parcours, j'ai fait pratiquement 10, 12, 13 ans. Je me suis remise à l'école, j'ai fait mon master en droit public, j'ai fait mon master en gestion de projet, je continue, je fais ma thèse en doctorat en droit public et j'ai connu d'autres aventures, le monde maritime. Par exemple, que je n'ai pas appris, mais que j'ai fait sur le tas. Après, je suis rentrée dans une organisation onusienne où c'était aussi un monde nouveau, où on apprend beaucoup de choses à la gouvernance démocratique, institutionnelle, prévention des conflits, appui institutionnel et tout ça là. Bon, bref, je viens de démissionner pour faire ce que j'ai envie de faire. En décembre dernier, j'ai démissionné. Et là, je fais un don de soi parce que j'aime aider par nature. Donc, j'ai une association qui aide les femmes, la jeune fille, l'enfant vulnérable dans les milieux reculés. Et je sers de coach sans avoir de formation. Je pratique l'écoute active, les gens se confient à moi, je cherche les solutions avec eux. Donc, tu te dis qu'en fait, c'était ça que tu devais faire depuis le début. C'était ça que je devais faire. Beau tourner, mais c'est ça là. Tourner. Et ce que j'ai refusé de ma vie, que je ne ferai jamais aujourd'hui, je le fais. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais? C'est toujours comme ça. Oui, j'ai refusé d'enseigner.
Parce que mes parents étaient enseignants, j'ai dit non, je n'enseignerai jamais. Aujourd'hui, j'enseigne dans une université. D'accord. Alors, je vais demander au coach maintenant. Coach, la mission de vie, c'est quoi exactement? Mais la mission de vie, c'est tout ce que vous avez dit chacune de sa façon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la raison principale, la raison fondamentale pour laquelle vous êtes sur Terre, parce que personne n'est ici-bas le fruit du hasard. On n'est pas le fruit d'un accident. C'est-à-dire que même si votre père ou votre mère se sont trompés en se rencontrant, mais votre venue au monde n'est pas une erreur. Il faut savoir que Abraham Maslow, à son époque, là, il a établi une pyramide de besoins. Il a établi qu'il y avait 5 besoins fondamentaux, en fait, que tout être humain était confronté à rencontrer. Mais en étudiant progressivement cette pyramide, on se rend compte qu'en fait, c'est des besoins qui doivent être comblés d'une manière ou d'une autre. Donc, à la première étape, donc à la base de cette pyramide-là, on a des besoins physiologiques. Manger, dormir, boire, etc. Au deuxième niveau, c'est des besoins de sécurité. OK? Donc, la sécurité, se sentir en confiance, se sentir protégé, etc. Après, on a le besoin d'estime. Après, on a le besoin d'être en communauté, se sentir intégré quelque part. C'est ça, le besoin d'appartenance. Exactement. Et au dernier niveau, on a ce besoin d'accomplissement. Mais la légende raconte que Maslow, au moment où il est sur son lit d'hôpital et qu'il est en train de mourir, il va dire, au final, il y a un dernier palier. C'est quelle est ma contribution au monde? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Alors, la mission de vie, c'est finalement comment j'arrive sur cette terre à combler l'un de ces 5 besoins chez les autres. D'accord? Donc, fondamentalement, je vais combler mes propres besoins. D'accord, les 5 besoins. Mais comment, de façon spécifique, je vais voir Dija, je vais voir Yasmine et me dire, j'ai besoin, je me sens, il y a une passion en moi de protéger, par exemple, de créer des choses, de créer un environnement pour protéger Dija. Je vais avoir, par exemple, en moi le besoin d'aider les gens à gagner en estime. Je vais avoir en moi cette nécessité-là de faire en sorte que les gens se retrouvent en communauté, de rassembler les gens, de faire en sorte qu'il y ait la réconciliation. Partout où je me retrouve, c'est même pas quelque chose que je fais des efforts pour réaliser. Alors, sur l'île d'Okinawa, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Des chercheurs, des scientifiques ont constaté que c'est une île qui se retrouve au Japon. Et les personnes qui vivent sur cette île-là ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont le record de longévité au monde. C'est la partie dans le monde où il y a le plus de centenaires. Il y a plus de centenaires que de jeunes gens. Ils font quoi pour vivre longtemps? On se posait la question justement de savoir, mais quel est le secret de leur longévité? Et chaque fois qu'on posait la question à des personnes qui habitaient cette île-là, ces personnes-là répondaient Ikigai. Ikigai en japonais qui veut simplement dire on a trouvé notre raison de vivre. On a trouvé ce qui nous donne envie de nous lever le matin et de faire ce qu'on a à faire. Eh bien, ces personnes-là ont cette longévité parce qu'elles savent précisément qu'elles sont là où elles sont là pour apporter un sens à la vie des autres. Et en découvrant simplement leur raison de vivre, ça les amène à avoir une discipline. Ça les amène à avoir une alimentation et une hygiène parce que c'est dans ce corps-là que la mission doit s'exécuter. Donc, aussi longtemps qu'on est en bonne santé, on peut être capable d'aider davantage de personnes sur Terre. Donc, ça, c'est la première étape sur la mission de vie. Ce que je voulais savoir, c'est comment, en réalité, on sait pour ce qu'on doit faire pour... je sais pas, comment on peut connaître sa mission de vie en réalité? Parce que, en réalité, chaque jour quand on se lève, on a toujours un projet sur lequel on est vraiment concentré, on a envie de faire plusieurs choses à la fois, mais ça nous amène où? Donc, comment en réalité on détermine cette mission? Alors, on va se rendre compte, par exemple, que sur la base de cet Ikigai dont je parle là, il y a 4 éléments fondamentaux si vous voulez découvrir votre mission de vie. Le premier élément, qui est l'élément le plus répandu, c'est la passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime réellement faire? Qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Qu'est-ce que je fais et qui ne m'épuise pas? Qu'est-ce que je fais et qui ne me demande pas d'efforts particuliers? Qu'est-ce que je peux faire toute une journée, par exemple? Être à la télé. Par exemple. Il y a des personnes qui aiment jardiner. Shopping. Par exemple. C'est pas ça banal parce qu'il y a des personal shoppers qui existent et c'est un boulot. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont passionnées de voyage. Manger.
Oui, par exemple, ça répond à un besoin dans la pyramide. Ça répond à un besoin dans la pyramide. Vous vous rendez compte que dans la pyramide, à la base, il y a les besoins physiologiques. Donc, tous ceux qui vont être passionnés de restauration, mais ils viennent régler le problème que l'humanité a de bien se restaurer. Tous ceux qui sont dans l'hôtellerie et qui font des lits douillés, etc., qui créent une atmosphère, mais ça te fait bien te reposer, Kadi. Est-ce que tu comprends? Mais si ce n'était pas leur mission de vie, tu te rends compte que ça allait être compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui le font, mais qui le font d'une façon telle que tu ne peux même pas mettre 1 heure de temps dans leur hôtel. Parce que c'est l'aspect business qui intéresse ces personnes-là. Donc, le deuxième élément, quand vous avez trouvé votre passion, donc peut-être que pendant que vous êtes devant votre petit écran, il faut prendre des notes. Ben oui, prenez des notes. Il n'y a rien qui est banal. C'est un cours magistral aujourd'hui. Il n'y a rien qui est banal. Parfois, les personnes autour de vous peuvent vous donner l'impression que votre passion n'est pas intéressante, etc. Il n'y a rien que vous aimez faire, OK, qui soit banal. Il y a une raison pour laquelle vous aimez cette chose. Il y a une raison pour laquelle vous êtes touché par cette chose, vous êtes impressionné par cette chose. Et deuxième chose fondamentale, est-ce que les gens vous sollicitent souvent pour un certain nombre de choses? Exactement. Si les gens devaient vous appeler au téléphone, là, tout de suite, ce serait pourquoi? Moi, si on m'appelle, c'est par rapport à un scénario. Hein, OK. Ce serait pourquoi? Moi, c'est pour faire la publicité de leurs produits. Ils aiment bien ma façon de parler. Ce serait pourquoi? Moi, plusieurs choses. Vendre des maisons et tourner aussi, voir des films. Alors, moi, essentiellement... Les restaurants? Non, pas les restaurants. C'est se confier. Okay. Les gens arrivent très, très facilement à se confier, même des gens que je ne connais pas. Premier contact, ils trouvent... Et la personne va avoir tendance à dire « j'ai pas l'habitude de me confier aussi facilement ». C'est ça, ouais. Donc, en réalité, c'est l'élément numéro 2. Comment je réussis sans effort à combler les besoins des autres dans la pyramide? Comment j'arrive à rassurer les gens sans effort? Et je ne me rends même pas compte que j'ai fait quelque chose. Et la personne revient après. « Ah, mais tu m'as fait du bien. Le fait que tu sois passé me voir. Il y a des personnes qui sont extraordinaires dans l'accueil, qui ont une sympathie naturelle. Je vais dire, elles n'ont pas d'argent à te donner, mais leur présence apporte quelque chose dans ta vie. Repose-toi un peu. C'est fort. Alors, quand tu entends tout ça, tu te dis, c'est exactement... Je me reconnais parfaitement dans tout ce qu'il a dit. Et je rebondis sur la dernière phrase. Des fois, je reçois les gens pour 1 heure et on finit toute la soirée. On peut finir à 22 heures parce que je n'aime pas les interrompre quand ils se confient. Et quand ils finissent, des fois, c'est des pleurs. Et quand ils finissent, ils disent « je me sens bien ». Je me sens bien déjà d'être arrivé à me confier. Et tout ce que tu m'as dit m'a fait du bien. Et je te jure, personne à part toi ne sait pas que je traverse cette situation. Ça veut dire en même temps que la personne demande une certaine discrétion sur tout ce qu'il ou tout ce qu'elle confie. Donc c'est... À quel moment précisément vous vous êtes dit, en fait, c'est vrai que peut-être je gagne de l'argent dans ce que je fais, ça me permet d'avoir une belle vie, mais ça ne me rend plus heureuse et j'ai besoin d'autre chose? Oui. Au moment où j'ai commencé à stagner dans ce que je fais, au moment où j'ai commencé à avoir des bips au cœur quand je me lève le matin pour aller au boulot, au moment où je n'arrive plus à me satisfaire de ce que je fais, au moment où je me suis dite, je deviens comme inutile. À partir de ce moment, je dis stop. Il faut que je fasse quelque chose qui me rende heureux et qui rend heureux les autres. Il faut que je puisse être utile à ma communauté. Voilà. Alors, moi je suis très heureuse de vous entendre parler. Je peux dire que moi, j'ai traversé un petit peu le même cas. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai travaillé, comme tout le monde, hein, de commercial à DG, de boîte de com. J'ai fait des voyages, des missions. J'ai eu mes commissions. Et puis un matin, chaque fois, je m'en vais. J'en ai marre à un moment donné. Moi, j'aime pas rester dans un bureau, là, ça va pas avec mon âme, en fait. Mais j'ai toujours eu ce truc de petite comédie, là. Même étant patronne, moi, je m'en fous, hein. Je peux me dire, moi, donc on dit, là, celle-là, elle est cool. Hein. Mais en vérité, un jour, on m'a dit, ça serait bien que tu sois sur une scène et que tu fasses une scène de comédie. J'ai dit, non, ça, c'est un peu trop me demander. Alors, ce que je voulais vous demander, dans votre cas, c'est la question que moi, on m'a posée quand il y a eu la transition. Tous ces diplômes que vous avez eus, des fois, votre famille ne se dit pas, mais elle a échoué,
Pourquoi elle a perdu son temps à l'école si c'était juste pour devenir ça? Parce que pour être enseignant, il ne faut pas autant d'études, non? Oui, et je continue les études. Mais ça vous tout en enseignant, mais c'est beaucoup plus par passion aussi. Ah, okay. Parce qu'on a une enfance trop studieuse. Les deux parents étaient instituteurs, donc voilà, envie d'aller, envie de découvrir de nouvelles choses, de s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Cette thèse que je fais, je le dis aux gens, c'est beaucoup plus par fantasme. Pour dire aux gens, je peux le faire aussi. Et puis, pour la mémoire de mes parents. Non, mais c'est très bien. On va appeler cette dame parce que son fantasme, c'est d'aller à l'école, d'étudier. Voilà. Absolument. Son hobby, sa passion, c'est d'aller à l'école. Et on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, je vous tire mon chapeau parce que quand on parle de fantasme, franchement, on est loin de penser à l'école, quoi. On est loin des bons. Allez, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Kaï Dogbé, Jean-François Yoman sont avec nous aujourd'hui pour parler de la mission de vie. Vraiment, c'est un sujet très important. Ça concerne tout le monde parce qu'on est sur Terre là pour ça, exactement. Coach Yoman, on revient à toi. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont quand même là sans mission de vie, en réalité? OK. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'en fonction des personnes, on aura différents niveaux de mission. Okay. Il y aura des missions qui seront moins impactantes pour l'univers. Okay? Il y aura des missions, par exemple, qui vont concerner que votre propre vie. D'accord? Il y aura des missions qui vont concerner votre vie et votre famille. Il y aura des missions qui vont concerner votre famille et votre région. Enfin, il y a des échelles de missions. Il y a des personnes, par exemple, quand vous prenez le Mahatma Gandhi, par exemple, sa mission ne pouvait pas se limiter qu'à sa personne. Ça transcende sa personne. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a un courage à avoir. Il y a une décision à prendre par rapport à votre mission, puisqu'il y a des facteurs de pression. Vous êtes dans une famille, vos parents ont leur petite idée sur votre réussite, sur ce qu'ils attendent de vous. C'est pas mauvais en soi. C'est l'ambition des parents de voir leurs enfants réussir. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a réussi sa vie et réussi dans la vie. C'est deux concepts complètement différents. Vous pouvez réussir dans la vie, c'est-à-dire que finir par devenir quelqu'un, entre guillemets. Donc, gagner votre pain, faire une activité, réaliser des choses, construire une maison, avoir une femme, des enfants, etc. Ce sont des réussites qui sont des accomplissements sociaux. Mais réussir sa vie, c'est être exactement cette personne-là qu'on était censé devenir. C'est-à-dire que, vous verrez par exemple, en Côte d'Ivoire, moi j'utilise quelques exemples pour illustrer cela. Vous avez un gars comme Olivier Blé. Olivier Blé, c'est un arrangeur. Il fait du zouglou. Mais à la base, je crois que c'est un médecin. Vous voyez? Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui, à la base, ont fait des études de médecine, etc. Mais la passion qui brûle au-dedans d'elles-mêmes, c'est pas ça qu'elles sont en train de faire. Donc, du coup, faire ce que je fais là, finalement, ça me brûle de l'intérieur. Et ça, je vais l'expliquer vraiment ce midi ou ce 13h pour que les gens comprennent que quand vous n'êtes pas dans votre mission de vie et que vous êtes juste en train de faire une profession ou un métier comme ça, vous vous consumez chaque jour un peu plus. Vous mourrez à le faire. Vous êtes en train de perdre votre vie chaque fois que vous êtes... C'est pas que votre temps que vous perdez, c'est aussi votre vie. Et vous vous rendez compte, par exemple, que j'ai pas de problème avec les fonctionnaires, mais vous voyez que nous sommes dans une économie africaine où les moyens financiers font parfois défaut. Je réfléchis, mais c'est tellement et on va abréger parfois des études qu'on avait vraiment envie de faire, ou une vision, une passion, parce qu'on a une famille à gérer. Et je fais un clin d'œil aux aînés de famille qui parfois ont dû abréger leurs études, abréger leur vision de la vie parce qu'il y a des petits frères derrière. Des fois même on te dit, écoute, là tu es arrivé déjà un peu loin, il faut essayer de voir, passe un petit concours là, va faire un petit truc rapidement, intégration à la fonction publique.
j'ai aucun problème avec ça, mais je dis que des fois, on le fait pour faire plaisir et dans le fond, on se meurt chaque jour un peu plus. Ce qui explique malheureusement qu'à la fin de vie de travail de ces personnes à la retraite, elles sont cassées. Les gens se retrouvent parfois malheureux en fait. Oui, alors coach, vraiment, juste pour... Après, je retiens 2 choses. La première des choses, pour la mission de vie, c'est ce qu'on apporte aux autres. Donc, déjà, par exemple, les gens se confient à elle. Oui. Moi, je sais que quand je suis quelque part, j'apporte la joie, le sourire. Je suis toujours un peu délirante. Et bon, même quand la personne est un peu triste, elle est contente. La deuxième des choses, c'est surtout de faire ce qui brûle en nous. Oui, ce qui nous passionne. Moi, je veux être chanteuse. Depuis moi, je suis née là. J'ai toujours dit que je voulais être chanteuse. Mais il n'y a pas de voix. Donc, si je comprends, il faut que j'aille prendre des cours de chansons. C'est très bien. Parce que j'avais toujours eu honte de dire ça à cause de mes parents. Parce qu'ils t'ont mis à l'école, ils ont payé l'école cher. Pendant qu'on demande à tes amis, ils faire quoi? L'autre dit juge, l'autre dit avocat, l'autre dit docteur. Donc, moi, quand on me demandait là, je montais les juges. Avocat. Mais c'est que ta mission de vie, c'était être à la télé ici. Ah non, c'est ce que j'ai dit là. Il y a une petite différence. C'est-à-dire que... Tu as 2 missions de vie. Non, c'est-à-dire que je suis une artiste dans l'âme. C'est-à-dire tout ce qui est film, même si j'ai dansé à Marie-Rose Guiraud quand j'étais plus jeune. Tout ce qui est danse, tout ce qui est chanson, tout ce qui est télévision, tout ce qui est où il y a le monde là. Voilà, moi je suis à l'aise dedans. C'est-à-dire, voilà. Donc, est-ce que je dois prendre des coups de champagne? Il ne faut pas y mourir, puis ça me fait mal. OK. Alors, là-dessus, ça me permet en fait de continuer un peu le cours sur l'ikigai que je suis en train de donner. De toutes les façons, c'est un cours qui existe, donc payé. Ikigai. Donc, après, vous avez ce qui vous passionne, ce qui brûle en vous, comment vous répondez aux besoins des autres, mais il y a surtout ce dans quoi vous êtes doué. J'aime donner cet exemple-là quand je fais les formations sur la mission de vie. Je dis, moi, j'aime beaucoup le piano. J'adore. Mais je ne vaux rien. J'ai dit, je suis fort dans vaux rien dans le piano. Je vais prendre des profs, etc. Après, moi, j'aime danser, mais je suis nulle, en fait. Ils vont dire, monsieur Ouman, laissez, c'est pas grave. D'accord? Donc, attention, vous pouvez être passionné de quelque chose, aimer quelque chose, mais vous pouvez ne pas être doué. OK. D'accord? Donc, ça reste une passion. Ça ne peut pas être une mission. Ça reste une passion. Ça veut dire que, par exemple, dans ton cas, les autres. tu peux, par exemple, chanter, non, moi, pas faire un truc. Non, moi, c'est comme les Madonna, les Beyoncé, les Nicki Minaj. Moi, c'est à l'américaine, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que dans la mission de vie, imagine-la comme un building, OK? Comme un immeuble. D'accord? Il y a des personnes qui vont rester au rez-de-chaussée parce qu'elles n'ont pas eu l'accompagnement, elles n'ont pas eu les moyens. Parce qu'il y a un autre élément dans la mission de vie, c'est la monétisation de votre mission de vie. Et quand vous n'avez pas eu la possibilité de monétiser ou d'investir sur le chemin de votre mission de vie, vous pouvez rester au premier étage. Vous étiez peut-être destiné à devenir Madonna. Ah, c'est ça. Mais bon, je ne vais pas citer des artistes pour ne pas avoir des problèmes, mais vous pouvez rester à un certain niveau. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le projecteur, dans la mission de vie, il y a ce qu'on va appeler les business angels. Des personnes qui vont vous rencontrer à un moment donné, qui vont vous repérer, qui vont vous mettre sur une plateforme et qui vont vous permettre d'être à la lumière. Parce que votre mission de vie aussi a besoin d'un positionnement. Ce que tu dis là, ça me pénètre. C'est gâté. Voici les mains. Je comprends, moi je te comprends. Voilà, ça me touche. Non, en réalité, parce que je dis souvent... C'est la chair de poule. Oui. Il y a des gens, souvent je pose la question sur Facebook comme ça, je dis, entre le talent et la chance, vous préférez quoi? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont très talentueux, mais ils ont besoin de quelqu'un ou d'une personne pour les mettre à la lumière, pour les aider franchement à éclore et puis montrer tout leur potentiel. Exactement. Ah, mais c'est trop vrai. Exactement. Et ces personnes-là vont jouer un rôle très important. C'est pour cela que même si vous avez une passion, même si vous savez faire un certain nombre de choses, soyez courtois avec les gens parce que vous ne savez pas quelle est cette personne en face de vous qui va jouer ce rôle déterminant dans l'histoire de votre vie. Et de la même manière qu'il y a ce que j'appelle des business angels ou encore, si vous voulez, des destiny helpers, des personnes qui vont vous aider à avancer, mais il y a aussi des destiny killers, par exemple. Si vous prenez le cas d'une dame comme Whitney Houston, qui était dans sa mission de vie, qui était en train d'exploser, et vous allez voir que ça a été progressif.
sa mission de vie, elle la découvre pas tout de suite. Elle aime chanter, donc elle est dans une chorale, elle est dans du gospel. Et au fur et à mesure, elle va rencontrer le chemin de quelqu'un qui va l'introduire dans le show, dans le business. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à aller très loin. Elle va rencontrer le chemin d'un homme. Didier, c'est qui? Bobby Brown. Donc, ce Bobby Brown, quand il rentre dans la vie de cette femme, il va tuer, en fait, sa mission de vie. Donc, vous devez savoir qu'en tant que missionnaire de vie, vous allez rencontrer aussi sur votre chemin des personnes qui ont repéré, qui ont vu cette étoile que vous êtes et qui tentent, en fait, de la happer ou de vous l'arracher. Donc, ça, c'est vraiment important que vous puissiez réaliser. Non, je suis très concentrée sur ce qu'il dit parce que moi, ce que je voulais vous demander, c'est que c'est vrai, la mission de vie, en fait, c'est l'accomplissement, on va dire, ultime d'une vie. Exactement. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à atteindre cette mission si soi-même déjà, on a des blocages, il y a des problèmes financiers, etc. Et pour lesquels, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué de changer de métier du jour au lendemain, surtout quand on sait qu'on a une famille à gérer. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à atteindre ce but-là, tout en sachant qu'on a des limitations, tout un chacun d'ailleurs, que ce soit psychologique, émotionnel ou financier? Exactement. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je pense que hors plateau, j'ai discuté avec l'invité d'aujourd'hui, je lui disais, il y a cette dimension-là aussi où il faut savoir faire le saut. C'est-à-dire qu'entre la découverte de votre mission de vie et le fait de commencer à vivre cette mission de vie, il faut un temps de préparation. Il faut un temps qui vous permette, en fait, de vous adapter. On parle parfois de reconversion professionnelle. Partie, par exemple, de quelqu'un... Il y a l'exemple d'un jeune Ivoirien qui est chocolatier aujourd'hui, mais qui était banquier à la base. Vous voyez? Donc, pour passer de cet aspect-là à l'autre aspect, c'est là où le fait de faire des études, c'est important pour répondre à ta question. C'est-à-dire que vous n'allez pas être missionnaire de vie et puis croire que votre mission de vie va vous trouver comme ça. Non, des fois, ça va vous pousser à certains métiers, à faire certaines choses, à tenter certaines expériences. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin de la découverte de votre mission de vie, il n'y a ni échec, ni trahison, ni déception, il n'y a que des expériences. Quelqu'un qui est en train de découvrir sa mission de vie va être trahi. Mais en fait, le but de cette trahison, c'est que tu ne restes pas là où tu es. Parce que si tu n'es pas trahi, tu vas vouloir rester là, et en restant là, tu te bloques. Sortir de sa zone de confort. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Vous comprenez? Donc, dans votre mission de vie, vous allez avoir 4 étapes importantes comme ça. Imaginez 4 cercles, 4 grands cercles comme ça. Le premier cercle, c'est la zone de confort. Si vous êtes confortable, vous êtes là, comme Aurélie le dit, il y a un problème d'argent, comment je vais m'en sortir? Mais vous ne grandissez pas. Vous ne vous épanouissez pas, en fait. Vous vivez juste. Vous vous contentez juste de vivre et votre vie devient plate. Elle devient sans saveur. Et c'est là où commencent les frustrations. C'est là où commencent, vous voyez, les limitations. Et vous n'arrivez même pas à apprécier le succès des autres. C'est là où, quand quelqu'un réussit, vous commencez à être aigri. Ça fait mal. Moi, s'il n'a pas de couteau. Ah oui. Non. On a besoin d'une pub. Attends, il y a souffle. On a besoin d'une pub. Vous voyez, la deuxième zone, c'est la zone d'apprentissage. Vous allez sentir en vous que ça ne vous fait pas peur d'aller apprendre. Ça ne vous fait pas peur de recommencer. Vous savez, quelqu'un qui est vraiment dans sa mission de vie ne voit pas le fait de recommencer comme un échec, mais une possibilité de mieux faire ce qu'elle a fait pour avancer. La troisième zone, là, ça va être une zone dans laquelle, en fait, vous allez commencer à vous rendre compte que, ah oui, tiens, et si je n'avais pas bougé, est-ce que telle ou telle chose se serait produite? Ça s'appelle la zone d'opportunité. En fait, la chance n'existe pas un caddie. La vraie chance, là, c'est la rencontre entre la préparation et la chance. Merci. C'est la chance. Oui, si vous vous préparez véritablement, vous allez rencontrer les opportunités. Prends un exemple, si tu veux voyager, tu vas aller aux États-Unis. Tu es sûr que tu vas aller aux États-Unis? Oui, je vais aller aux États-Unis. Tu n'as pas de passeport. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu aies le passeport sur toi. Parce que si tu me dis que tu veux voyager, là, la première des choses que tu dois avoir sur toi, c'est un passeport. Imagine qu'à la fin de cette émission, quelqu'un te rencontre et te dit, c'est quoi ton rêve? Ah, je vais aller aux États-Unis, ça tombe bien, on y va demain. T'as pas de passeport. Bon, pour faire un passeport, une procédure d'urgence, là,
c'est au moins 48 heures. Ça veut dire que toi-même, là, tu ne croyais pas à ce que tu voulais faire. Donc voilà, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut commencer à faire dès maintenant. Coach, je vais te nommer capitaine de l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Parce que... Non, parce qu'il faut que tu parles avant qu'il... Non, mais entraîneur, si tu veux, préparateur mental. Préparateur mental. Oui. Mais je suis sérieux, je veux ça. Non, parce que quand on va leur parler, on va ramener la coupe à la maison. Non, tu es fort. Alors, je vais revenir rapidement. On va laisser le coach se reposer un peu. Je vais revenir à notre chérie Kaï. Kaï, est-ce que toi, tu as eu des personnes qui t'ont aidé, qui ont mis la lumière sur toi? Oui, énormément. Et j'ai eu énormément qui m'ont rendu le chemin aussi ardu. Exactement. Et c'est quand on commence par avoir ces échecs, moi je les appelle les distributeurs de bonheur, parce qu'ils nous donnent l'occasion de se relancer. C'est vrai. Et quand moi quelqu'un me trahit, je dis merci. Parce que je dis, je suis dans ma marche vers la gloire glorieuse. Et dans la gloire glorieuse, c'est le bonheur qui ne souffre d'aucun chagrin. Donc Dieu me débarrasse de tous ces petits déchets-là qui vont être des obstacles. Donc je remercie vraiment. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, que ce soit dans le domaine professionnel. J'ai eu des aînés qui ont cru en moi, qui m'ont placé là où je ne devais pas être. Parce que sûrement qu'elle voyait en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Mais ils sont où? Non, mais ils sont là. En fait, Ils sont là. En fait, ce que vous dites est tellement vrai. Vous êtes quelque part. Hein? C'est pas là où on est. Là où on rit. Parce que c'est là, quand on vient au travail, on est heureuse. On rit, on est contente. Mais il y a des endroits où on était et tu n'as rien fait, tu énerves la personne. Tu n'as rien fait, c'est de toi on parle. Tu n'as rien fait, c'est de toi on critique. Surtout les gens ont une facilité. C'est de rentrer dans ta vie privée pour décortiquer, juste pour te casser. C'est ma vie, ça. Que tu vas arriver là. Vraiment, qu'on t'a pas fait depuis 1900, là. C'est maintenant on va vouloir te faire pour que les gens te détestent autour. Mais aujourd'hui, là, souvent quand vous nous appelez, alors qu'on sait que vous nous avez critiqué, vous nous avez détruit, on répond. Je voulais que tu fasses visiter de mon magasin là. Ok, j'ai compris, ma soeur. D'accord. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je pense que la prière joue un rôle important. Après, même pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, mais il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction et tout, même pour les personnes athées. Parce que moi, je sais qu'il y a des moments où quand tu pries fortement pour avoir des opportunités, Dieu te les envoie. Donc, la prière est importante. La loi de l'attraction, la positivité et tout ça. C'est indéniable, en fait. Si vous êtes réellement dans votre mission de vie, vous êtes aligné, esprit, âme et corps. Vous devenez une personne tellement en alignement parfait avec vous-même que, au final, ce que vous faites n'est plus un travail. Vous êtes en train de prendre, entre guillemets, permettez l'expression, vous prenez votre pied. Donc, vous réalisez en fait que vous devenez un canal divin d'une certaine façon par lequel des personnes aussi peuvent expérimenter d'une certaine façon dans leur vie le fait de ne pas être seul, le fait d'être aussi écouté. Parce que si vous êtes réellement dans votre mission de vie, comme je vous ai dit, vous allez aider des personnes à atteindre la satisfaction de leurs besoins. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas découvert sa mission de vie est en train de mettre la vie d'autres personnes qui dépendent d'elles-mêmes, d'accord, en difficulté. Imagine-toi que des personnes ont besoin que, par exemple, toi, Kadi, tu fasses une émission de motivation pour les encourager, etc. Et ces personnes-là, en fait, c'est comme si leur encouragement, leur motivation dépendait de toi. Donc, le temps que tu traînes, le temps que tu es en train de réfléchir, ah, comment je vais le faire, ah, j'ai la paresse, etc., à cause de toi, ces personnes-là ne peuvent pas entrer vraiment dans leur accomplissement. Pourquoi? Il y a les gens qui attendent une mission d'elle, là, depuis leur d'être. D'accord. Donc, des fois également, vous devez prendre conscience que votre mission de vie, c'est aussi un carrefour où vous devez prendre une décision. Mais oui. C'est un carrefour où vous arrivez où il n'y a plus une affaire de mon papa m'a dit, ma maman m'a dit, mon frère m'a dit. Vous sentez au fond de vous-même que c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Les filles ont dit oui à la mission de vie. Oui à la mission de vie. Alors, c'est qui? C'est coach. C'est moi, oui, c'est moi, coach Yoma. Coach Yoma, le coach des coachs. Le coach des femmes. Il est grave. Il est dangereux. Je vous avais dit qu'il était fort, mais il a frappé fort. Non, nous, on est dans notre mission de vie comme ça. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers nous dire aide-moi, qu'on peut en faire. Parce qu'on ne veut même pas que notre petit côté là, vous ayez gâté. Non, on te donne si tu veux, c'est 40, tu ne veux pas voir tes 40 immeubles. Alors, tu as parlé tout à l'heure de zone de confort. Oui. C'est un avis personnel, mais je trouve que la façon dont on utilise cette expression, la zone de confort, est un peu
péjoratif à mon sens. Parce que la zone de confort, ça peut être un backup de sécurité aussi. Ça veut dire que moi, j'aime dire prendre des risques, mais pas sortir de sa zone de confort. Parce que je pense qu'on a toujours besoin de cette zone de confort-là, quand on va et que ça ne va pas, pour reprendre son souffle avant de continuer. OK. Moi, je t'aurais dit, c'est la zone de repli. Le repli et le confort, il y a une légère différence. Ta zone de repli, c'est une zone dans laquelle, en fait, tu es constamment capable de te replier, comme dit l'expression là, pour mieux sauter. Exactement. C'est un peu comme, par exemple, un athlète qui doit dépasser une barre de 5 mètres. S'il est proche de la barre, il ne peut pas. Il prend un peu de recul. Donc, des fois, dans la vie, on a besoin de prendre du recul. Mais quand des gens ne comprennent pas le recul que la vie est en train de te faire prendre, ils peuvent l'analyser comme un échec. Ils peuvent l'analyser comme si, en fait, à la limite, tu étais en train de dormir sur tes lauriers. Mais la différence, c'est que c'est le saut, le bond prodigieux que tu peux réaliser après un tel recul qui est déterminant, en fait, et qui peut faire savoir si tu es dans une zone de confort ou si tu es dans une zone de repli. Coach, on va prendre notre zone de repli. Avec la pub. Avec la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Kaï Dogbé et Jean-François Yoma. On parle de mission de vie aujourd'hui et franchement, je pense que c'est une émission édifiante. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous les deux d'ailleurs, parce que voilà, toi, ton histoire est très intéressante. Ce sur lequel je veux revenir, c'est que c'est vrai, il faut être utile aux autres. Donc, on doit quand même faire la différence parce que quand on parle de mission de vie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit forcément exercer dans l'humanitaire, aider les gens, forcément. Faire des ONG et tout. Non, pas forcément. Parce qu'il y a même des riches, à un moment, quand ils veulent mourir, ils font des ONG, ils donnent l'argent. Voilà. Ils sont dans l'humanitaire, mais ce n'est pas forcément ça une mission de vie. Votre mission de vie, retenez que vous êtes dans votre mission de vie lorsque ce que vous donnez aux autres vous enrichit. C'est-à-dire, pendant que vous partagez, le partage vous enrichit. Vous êtes en haute énergie. Vous n'avez même pas l'impression de donner, en fait. Ça, c'est un premier élément. Si chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez l'impression de perdre, vous n'êtes malheureusement pas dans votre mission. Mais par contre, on peut tous faire du bien entre nous. Hein. Oui, bien sûr. Votre mission de vie, vous êtes en train de la faire lorsque vous êtes non seulement en train de la faire, mais les autres sont prêts, par exemple, à vous payer pour ça. C'est ça. Écoutez très bien ce que je veux vous dire ce midi. On écoute. Il y a des personnes qui estiment que ce que vous faites là ne vaut pas, enfin, le montant ou ne vaut pas le prix. Faites très attention à ça. Je donne un exemple. Kadi, tu fais peut-être la présentation d'un spectacle, OK? Et puis, quand les personnes qui te connaissent ont de l'argent, elles vont aller chercher un autre animateur. Le jour où il n'y a pas de ressources, c'est là où on va venir vers toi et reconnaître le talent qui est en toi. Ça tue votre mission de vie. Parce que la mission de vie est censée aussi vous maintenir en vie. C'est ça. Bien sûr. Votre mission de vie est censée aussi vous nourrir. C'est aussi le canal par lequel vous devez vous épanouir et vous accomplir. Donc, en réalité, votre vraie mission de vie, quand vous la faites, les gens ont envie de vous payer pour ça. Les gens ont envie. Mais donc, si tu es dans un cas comme ça, qu'est-ce que si une personne est dans un cas comme ça, elle arrête cette mission? Non, vous n'arrêtez pas. Valorisez votre mission de vie. Non, c'est à vous. On dit que si vous vous comportez comme un crabe, vous serez mangé avec beaucoup de bruit. Donc, c'est vous qui définissez votre valeur personnelle. Combien vaut ce que vous êtes, ce que vous faites. Comment vous êtes capable? Il y a des gens qui sont gênés de donner un prix à ce qu'elles font. Il faut donner ce que tu as. Mais pourquoi les gens devraient donner ce qu'ils ont? Pourquoi tu n'es pas suffisamment sûr de toi pour faire ça? Pour dire que ce que tu fais vaut ça. Après, tu peux offrir. Tu as un but de ta personne. Non, ça n'a strictement rien à voir. Même lorsque vous décidez de faire cadeau à quelqu'un, de ce que vous savez faire, dites à la personne ce que ça coûte. Le cadeau aura plus de valeur. Normalement, je devais te facturer ça à 2 millions, mais vu que c'est toi, je te l'offre. Donc, je t'ai offert 2 millions. Je t'ai pas juste offert une prestation que n'importe qui aurait pu faire. Parce que ce que les gens font, ce que tu fais là, plusieurs peuvent le faire, mais ce que tu es, ça va être difficile que d'autres personnes le soient. Donc, c'est ce que tu es là, que tu donnes aux gens, c'est pas ce que tu fais. Et c'est ta présence dans ce que tu fais, la manière de le faire, la façon dont tu es. C'est ça qui donne.
peu, pardon, lève-toi un peu. Je vais dégoûter un peu tes jambes. C'est ça qui fait la différence. Hein. Ouais. Ça tourne tout pour aujourd'hui. Cela implique des sacrifices pour atteindre sa mission de vie. Je prends l'exemple que tu peux être marié avec un homme avec qui tu as fait 20 ans de relation. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte, Dieu t'a révélé ce que tu dois faire. Mais cet homme-là, vous avez des enfants ensemble, mais cet homme-là, il dit que non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça. Est-ce que, à ce moment-là, quand tu dis de sortir de la zone de confort, ça implique de gros sacrifices? Est-ce qu'il faut les faire quand même au détriment de l'amour, de la relation et de toute la famille autour? Je peux te dire que certaines missions de vie vont parfois vous faire vous sentir incompris. Même des personnes les plus proches, même des amis les plus intimes. Parce que le jour où vous allez décider d'être la personne que vous devez réellement devenir, en fait, ça ne va plus vous intéresser de savoir ce que les gens pensent ou pas de vous. Et quand ce moment-là arrive, les gens diront que vous avez changé. Mais pourquoi on dit que vous avez changé? Je vous explique. Quand quelqu'un te dit que tu as changé, ça veut dire en clair que tel que tu étais là, ça l'arrangeait elle, pas toi. Oui. On est d'accord? Donc, comme tu commences à devenir une personne différente qui commence à se préoccuper de ses propres intérêts, parce qu'à un moment donné, on est mieux servi que par soi-même. Faire du bien aux gens, participer à la vie des gens, accompagner les gens, c'est bien. C'est bien quand ça nous apporte quelque chose. Mais il y a un moment de votre vie où vous devez, comme la chenille, pour devenir un papillon, vous devez vous enfermer sur vous-même et puis penser à votre propre réalisation. Pensez à comment vous allez devenir la meilleure version de vous-même pour apporter enfin aux autres ce dont les autres ont besoin. Sinon, comment vous faites? Je veux justement demander à Kaï, tu as ton nom. Est-ce que tu as eu à faire de gros sacrifices, comme ce qu'Aurélie a dit tout à l'heure? Oui, toujours. De qui tu as dû te séparer? Toujours. Ça t'a brisé le cœur peut-être? Oui, mais... Après, on se sent mieux. Vraiment. Après avoir fait tout ce ménage, après, on se rend même compte qu'on était dans l'erreur. On était dans le superficiel et qu'on a perdu du temps. Oui, il y a toujours un sacrifice. Donc, tu perds des amis, tu perds des amis importants, tu perds même de la famille. Parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de faire. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu le fais aussi. Ils ne veulent pas comprendre pourquoi tu vas vers cet inconnu, pourquoi tu prends des risques. Quand je voulais démissionner, moi j'ai démissionné 2 fois dans ma vie, et toutes les 2 fois les gens disent, ben, écoute, tu bosses dans une boîte, pas possible. Mais qu'est-ce que tu attends de trouver un boulot d'abord? J'ai dit non, je n'ai pas justement le temps d'attendre. Je ne peux plus attendre parce que là, c'est plein, il faut que j'y aille, il faut que je me jette. Donc, les 2 fois que j'ai démissionné dans ma vie, je n'avais pas autre chose. Mais je croyais en moi, je croyais en mon potentiel, je croyais en ma valeur et je le dis à qui veut l'entendre que je connais ma valeur, je ne veux pas être vendue moins cher. Mais du coup, est-ce que vous gagnez plus d'argent aujourd'hui en essayant d'accomplir votre mission de vie que par rapport à avant? Pas encore, mais je serai millionnaire. Est-ce que la mission de vie, c'est une question aussi d'argent? Est-ce que c'est de devenir milliardaire d'atteindre sa mission de vie? Dans l'Ikigai, il y a une zone dans la mission de vie où je parle de monétiser sa mission. Parce qu'au final, vous allez avoir la possibilité d'offrir, enfin, quand je dis offrir, vous comprenez, des prestations, vous allez apporter une plus-value dans la vie des gens, et cette plus-value-là peut être effectivement monnayée. Vous devenez indispensable. Voilà. Et vous répondez tellement aux besoins des gens dans un domaine précis que ça ne peut que générer, en fait, des ressources. Et qui va servir encore, qui va être injecté à alimenter... Moi, j'ai envie de vous compléter, madame. Cette émission-là me touche. Moi, quand je dis souvent que je fais 12 ans en Angleterre, et puis un jour, je me suis assise. J'ai dit, ça suffit. C'est ça. Ici, ce n'est pas ton pays. Tu es chez les gens. Tu es né, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Il faut bien que tu puisses rentrer dans ton pays pour apporter un plus. Et je me suis rendu compte que je ne peux pas prendre la maison qui est là-bas pour mettre sur ma tête pour venir avec. Je me suis rendu compte que les papiers, là, c'est pas ça qui a fait que quand il est arrivé, c'est venir à ta papier, d'accord, viens de travail. Ça ne va rien faire. Donc j'ai dit, il faut rentrer et puis il faut te casser la figure pour devenir ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue d'abord en vacances pour observer, comme tout le monde. Je suis venue avec ma petite valise. Mais quand je suis venue pour observer, là, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus repartie. Voilà. Et quand je suis repartie, c'est 2 ans plus tard. On dit, mais tu as laissé ta maison, tout ce qui est dedans là. Et il dit, je m'en fous.
Je suis dans mon pays. Tant que je ne... André, il y a un esprit qui fait que quand tu dis j'attends d'avoir beaucoup d'argent, je vais venir. J'attends d'avoir... Tu ne fais qu'attendre et ta vie ne fait que passer. Moi, je pense que justement, et c'est ça qu'on va dire, c'est que je pense qu'effectivement, quand tu es vraiment prêt, et on va parler de ça, est-ce qu'il y a un moment où on est prêt? Parce qu'il y a un feu ardent, il y a un truc qui brûle, et ça a été le cas pour tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, nous, on fait des métiers qui va accepter? Nos parents ne vont jamais accepter ce qu'on fait. Même vraiment. Voilà, on le sait tous. Hein, donc, mais il y a un feu qui brûlait. On s'est dit, il le faut. Donc, mais il y a des gens, jusqu'à peut-être 40 ans, 50 ans, ils ne vont jamais être prêts. Ils ne vont même pas savoir même. Ils ne vont même pas savoir, en fait. Mais est-ce qu'il y a un moment où on est prêt? Ou bien à quel... Enfin, tu sais, être prêt, ça n'arrivera jamais. Jamais, Il n'y a pas de moment où on doit être prêt. Le meilleur moment pour être prêt, c'est aujourd'hui même. De vous dire, je me lance ici et maintenant. Mais se lancer ne veut pas dire que tout de suite, vous allez aller commencer. C'est ça. Se lancer veut dire que vous avez compris que c'est ça que vous devez faire. Et la deuxième chose importante, c'est de vous former. Pour peu importe ce que vous voulez faire, il faut vous former. La troisième chose, c'est chercher un mentor. Le mentor, c'est qui? C'est la personne qui a déjà réalisé ce que vous voulez commencer à être. Je répète, le mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous êtes prêt à être. Donc, c'est une personne qui a déjà vécu ça. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tout ce que vous voulez accomplir, il y a des gens qui l'ont déjà accompli. Cherchez à approcher ces personnes-là, plutôt qu'à flirter dans le quartier avec des personnes qui ne vont pas vous envoyer loin. Il faut côtoyer des personnes qui vous élèvent et qui vous font croire, effectivement, que ce que vous avez comme rêve peut devenir réalité. Il y a qui abusent des gens comme ça. Hein. Le fait est qu'aujourd'hui, le mentoring, c'est un peu comme le coaching que nous faisons. Il y a des mentors qui existent et vous payez vos prestations, enfin, vos séances de mentoring et la personne vous mentore. Étape par étape, va vous dire, parce que le mentor, il vous fait éviter les erreurs qu'il a déjà lui-même commises. Donc, en ça, vous avez un gain d'argent, un gain de temps, mais un gain aussi en termes de motivation. Parce que se casser le visage plusieurs fois, ouais, c'est vrai, ça permet de faire sa propre expérience et d'y arriver, mais parfois, on peut être sur ce chemin-là et éviter un certain nombre d'écueils, quoi. Coach, pour la première fois, j'ai le cœur brisé. On est à la fin de cette émission. Déjà Je suis désolée. Allez, dis ça à Cheikh Ivan. Allez, je suis désolée. Il faut faire partie 2. Partie 2. Partie 2. Partie 2. On va faire partie 2. Partie 2, et en fait, on va rentrer dans la pratique. Parce que là, on a dit beaucoup de choses, mais pratique par pratique, quoi. D'accord, OK. Je ne promets pas, mais on verra. Tout dépendra. Je ne peux même pas prendre de mots de fin en ce moment, mais je vais prendre juste une phrase de fin que tu peux adresser aux gens qui ont aussi envie d'embrasser leur mission de vie. C'est de se lancer, tout simplement, et de ne pas attendre des années. Il y a des décisions que moi j'ai prises. Après, j'ai dit, oh là là, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Donc, allez-y, foncez, c'est ce que je vais vous dire. Très bien. Coach, en une phrase. Si le jour où vous découvrez votre mission de vie, vous comprendrez que la vie vaut la peine d'être vécue. Waouh! Et le jour où vous n'allez plus avoir de télévision, vous comprendrez que les femmes d'ici étaient la meilleure émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. J'espère que vous avez aimé cette émission. Nous, on l'a adorée. Vous pouvez la regarder encore et encore sur YouTube ou sur Facebook. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.